L'After F1 épisode 6. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le Grand Prix de Miami. Première excursion en terre américaine. Il y en aura 3 cette année avec Austin et Las Vegas ensuite. Et alors, c'était le Grand Prix des stars. Et vous allez voir que Miami, pour une fois, a réservé beaucoup de spectacles. Pour m'accompagner aujourd'hui pour ce débrief, Julie, que vous avez l'habitude de voir. Bonjour Julie. Bonjour Dylan. Alors, ça a été plutôt animé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, rapidement, de ce week-end sprint? C'était mieux que ce que je pensais. Mieux ce que tu pensais, c'est-à-dire? On a l'habitude de Miami un petit peu procession avec pas trop de dépassements. Et là, on a eu un petit peu l'inverse. Donc, il y a eu aussi, on en parlera sûrement après, mais voilà, l'allongement de la zone de DRS qui, je pense, a fait beaucoup pour le spectacle. Et puis Max Verstappen qui nous a offert beaucoup, beaucoup de spectacles ce week-end. En effet, on va revenir sur tout ça, on va revenir, on l'a dit, c'est une course sprint, hein, donc on va revenir sur un débrief un petit peu plus long, avec les qualifs sprint, la course sprint, les qualifs, la course, heu, tout ce qu'on doit retenir de ce week-end avec, les championnats pilotes qui commencent à évoluer avec une certaine, hiérarchie qui commence clairement à se dessiner, surtout pour les pilotes McLaren. On notera, comme d'habitude, certains acteurs. Il y aura un débat. On parlera du prochain GP qui arrivera dans 2 semaines à Imola, avec le grand retour en Europe. Et je sais qu'il est attendu par de nombreuses personnes. Et on parlera vite fait des actus diverses, puisque je crois qu'il y a un Grand Prix MotoGP qui se déroule en France week-end prochain. On en parlera très rapidement sur l'After F1. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec les sprints qualifs. Une seule séance d'essai libre pour, pour les pilotes ce week-end. Peu d'améliorations à apporter puisqu'on est sur un week-end sprint. Il y a donc peu de temps pour tester les pièces, surtout qu'on est à Miami, retour en Europe dans 2 semaines. Les écuries attendent Imola pour apporter de nombreuses évolutions. Donc on s'attendait à avoir une hiérarchie pas trop bouleversée. Et ça a été le cas, sauf qu'il y en a un petit qui est venu prendre la place qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. C'est Kimi Antonelli qui a signé sa première pole en Formule 1, le jeune rookie de 18 ans, pilote de Mercedes. Alors, on peut pas vraiment appeler ça une pole parce qu'on était sur une sprint qualif, mais en tout cas, une chose est sûre, Julie, c'est que Kimi Antonelli euh, a déjà montré qu'il fallait faire attention à lui cette année. C'est clair, il a montré que il était là et comme on en a parlé il y a quelques semaines, les Mercedes sont toujours dans les bons plans, ils sont derrière, ils font pas trop parler d'eux, mais quand il faut aller prendre quelque chose, ils y sont. Et là, Kimi Antonelli, il a fait un tour qualification qui était assez extraordinaire il me semble que malgré tout, c'est quand même le plus jeune poleman, toute compétition confondue en Formule 1, donc toute course confondue. Donc ça reste quelque chose qu'il faut souligner même si la course était moins bien, la qualification était quand même très très bien gérée de son côté. Alors exactement, au départ un petit peu plus décevant pour lui, mais bon, il pleuvait, puisque oui, il pleuvait à Miami pour ce Grand Prix, enfin cette course sprint. On va en revenir juste après. 45 millièmes d'avance sur Oscar Piastri et un dixième tout pile d'avance sur Lando Norris. Devancer les McLaren avec une telle Mercedes, on s'attendait plus à Russell. C'est Antonelli qui est arrivé. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce pilote pour les mois et peut-être les années à venir? Est-ce que Euh, Mercedes a fait le bon choix? je sais pas si Mercedes a fait le bon choix. Le choix de Mercedes était de dire on aura sûrement une voiture pas extraordinaire cette année, donc on va le faire monter. Il va plutôt qu'à prendre en F2, il va monter en F1 tout de suite. J'étais plutôt du camp des personnes à dire il aurait fallu une deuxième saison en F2. Je suis toujours de cet avis-là, mais il aurait fallu quand même de toute façon qu'il y ait de l'apprentissage en F1. Il est en train de le faire aujourd'hui. Il se débrouille quand même très très bien malgré tout. Il s'est quand même pas mis dans un mur encore, ou alors j'ai vraiment pas de souvenir de ça. Donc il est quand même très très bon, mais je pense que Kimi Antonelli, c'est un diamant brut qui, quand il sera poli, sera absolument extraordinaire. Et s'il reste chez Mercedes, Mercedes a d'ores et déjà leur prochain champion avec Kimi Antonelli dans ce baquet, c'est sûr. La seule fois où il s'est mis dans le mur, c'était l'année dernière à Monza en Oui, essai numéro 1 quand il avait pris la voiture
en tant que pilote de réserve. Et Mais depuis le début de l'année, mais depuis le début de pour l'année, l'instant, ça va. pour l'instant, c'est propre, en effet. Les résultats complets de cette qualif sprint, si vous voulez les voir, avec donc du coup la quatrième place de Max Verstappen et Russell qui ne se classe que cinquième alors que son coéquipier est en pôle. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui n'évoluent pas. Sixième et septième, on reste à la même hiérarchie. La belle place d'Alex Albon, huitième. Et on va parler des Williams après, qui ont réalisé un excellent week-end. Côté français, on a Issa Kadjar qui s'est qualifié neuvième, Ocon 12e et Pierre Gasly 13e. La déception de cette qualif sprint, c'est Yuki Tsunoda, seulement 18e, le pilote japonais qui connaît quand même quelques difficultés pour ses débuts à Red Bull, même si on en parle quand même beaucoup moins que Liam Lawson, puisqu'il en est déjà à son quatrième GP. On va tout de suite aller sur la course sprint qui s'est donc déroulée samedi après-midi, heure française à 18h, samedi midi, heure américaine, avec donc un départ sous la pluie, une course à rebondissement, puisque enfin le temps a séché, et finalement, une victoire de Lando Norris. Norris qui a eu besoin d'un temps de pause après l'Arabie Saoudite. Il avait dit qu'il avait besoin de faire une pause pour se reconnecter avec soi-même. Il revient et il gagne la course sprint. Plutôt un bon retour pour le Britannique. Un bon retour, mais je pense très aidé par la safety car malgré tout, hein. Il faut pas se mentir, sans cette safety car, je pense que c'est Oscar Piastri qui prend la victoire et de loin, parce qu'il était quand même bien devant Piastri ce week-end. Mais je pense que ça fait aussi du bien au moral pour Norris, qu'en avait besoin, même si c'est un petit retour. Il marque des points et il gagne une course sprint. Donc, c'est tout à son honneur. Une safety car provoquée par l'accident de Fernando Alonso dû à un accrochage de Liam Lawson. Donne-nous rapidement ton avis. Pour toi, qui est en tort? Est-ce que c'est un accident de course? Est-ce qu'Alonso ne laisse pas cette place? Est-ce que c'est Lawson qui doit simplement céder? Honnêtement, je pense que c'est un petit peu 50-50 et encore, les 2 se battent pour une position qui est moindre, les 2 ont du mal dans leurs voitures respectives. Alonso, j'ai l'impression qu'il est au bout du rouleau, Lawson, on parle même plus de lui, tellement c'est quasiment insignifiant ses résultats, surtout comparé à Isaac Hadjar. Donc je pense que les 2 se battaient un petit peu trop fort pour une position qui n'avait pas grand-chose, pas grand intérêt. Il y a eu un absent sur la grille de départ quand même. C'est Charles Leclerc, le pilote monégasque, qui a malheureusement craché sa voiture lors du tour de reconnaissance. Même pas le tour de formation, on parle du tour de reconnaissance. Quand les équipes sortent de la voie des stands pour aller se placer sur la grille de départ, Charles Leclerc est sorti en intermédiaire, comme Lewis Hamilton, alors que la pluie était d'une violence inouïe. C'était un torrent sur la pluie, sur la piste, c'était terrible. Exactement. Je ne comprends pas cette stratégie. Eh oui, alors si on peut parler de stratégie, hein, mais Oui. simplement une erreur bête de la part de Ferrari, puisque Leclerc est parti en aquaplaning, il ne pouvait rien faire. Non, C'est mais là, impossible de contrôler la voiture dans ces conditions. Il a donc craché la voiture et n'a pas pu prendre le départ de cette course sprint. Ferrari devra faire qu'avec un Lewis Hamilton en 6e position. Mais un Lewis Hamilton qui a malgré tout parfaitement géré sa stratégie au moment où la piste a séché. Résultat, ça fait une 3e place, c'est un podium. Hamilton se sort quand même vachement bien dans les courses sprint. On se rappelle ouais. qu'il avait gagné la course sprint en Chine lors de la première. Là, il fait un podium. Plutôt pas mal pour lui quand même. Franchement, très belle stratégie qu'il a provoqué lui, où il a vraiment insisté pour ses pneus soft, à la fin de la course sprint et il l'a fait au bon moment. C'était le choix parfait de pneus et c'est là aussi où on voit l'expérience d'un champion comme Lewis Hamilton, de savoir provoquer ce genre de stratégie et c'était une très, très belle course sprint de la part, d'Hamilton. Et Kimi Antonelli, notre poleman, qui termine à la 7e position. Donc bon, forcément, c'est décevant, mais on est obligé de parler de ce fait de course qu'il y a eu entre Max et Kimi dans la voie des stands. Max s'est relâché trop tôt. Rentre dans Kimi, c'est un accident qu'on ne voit presque jamais en Formule 1. C'est terrible comme accident. C'est d'une bêtise de la part de Red Bull. Et ça Max a foiré la course Verstappen, d'Antonelli, hein. pardon? Ça a foiré totalement la course d'Antonelli. Bah, clairement, parce que du coup, il peut pas rentrer au stand. Il faut qu'il refasse un tour, parce qu'ils peuvent pas reculer dans les stands. Donc, il faut qu'il refasse un tour avec, en plus, j'imagine, la peur d'avoir des pneus crevés ou quelque chose comme ça.
Et vraiment, c'est une énorme bêtise de chez Red Bull du côté du muret de le remettre comme ça, parce que Verstappen, encore une fois, voilà, il ne peut pas le voir. Il n'a pas de rétro, il a ses mécaniciens dans les rétros de toute façon, donc il peut rien y faire. Le feu passe au vert, il y va, il y fait confiance. Et c'est pas la première fois qu'on voit des problèmes dans les stands depuis le début de l'année chez Red Bull. Oui, Ça justement. continue, ça va leur coûter bien plus que juste des pénalités ou des accidents ou des amendes, parce que bah, ils vont se ruiner des courses. Bah, leurs pit stops sont pas extrêmement bons. Et en plus, il y a des erreurs internes et des erreurs comme ça où on relâche un pilote dans un endroit tellement dangereux. C'est dommage pour Antonelli surtout parce que Ça lui a ruiné sa course. voilà, Max va s'en remettre. Antonelli, ça lui a ruiné une potentielle chance de podium peut-être, ou une 5e place, une 4e place. Il aurait pu faire mieux si il l'avait, parce que Mercedes avait la bonne stratégie aussi au niveau des pneus. Donc, c'est Et très malgré très tout, dommage. il termine 7e, Ouais, quand même devant plus la moitié du peloton. Heu, oui, ce qui bon, oui, il y a la déception, mais il marque des points. Il termine 7e avec un arrêt, totalement gratuit parce qu'il s'arrête au stand et il a malheureusement fait un drive-through. il a fait un drive-through, exactement. Donc et du coup, Max Verstappen, lui, a écopé de 10 secondes de pénalité et comme la course s'est terminée sous safety car, Max s'est retrouvé dernier, du coup. Heu Avant-dernier, je crois que Douane était derrière lui encore. Non, 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 Ah non, bon? il termine dernier, Ah ouais, à ouais. 12 secondes et Douane est à 9 secondes. Donc Max Verstappen a terminé, dernier de cette course où, Alonso a abandonné, on en a parlé tout à l'heure, avec Sainz et donc Leclerc qui n'a pas pris le départ. Pour nos Français, Gasly termine 8e, Hadjar 10e et Ocon, 12e. À noter la belle performance de Lance Stroll, hein, qui a terminé 5e et qui est, à ce jour, le seul pilote Aston Martin à avoir marqué des points, pour la marque anglaise, puisqu'Alonso n'a toujours pas inscrit le moindre point. On passe à la séance de qualification qui a donc eu lieu sur le sec cette fois-ci, quelques heures après la course sprint. Et alors là, on a eu un nouveau show signé Max Verstappen. Et alors le résultat de ces qualifs, elles ne sont pas inscrites sur les tableaux que vous voyez à l'écran actuellement, mais sachez que les 3 premiers pilotes, Verstappen, Norris, Antonelli, se tiennent en seulement 67 millièmes de seconde. C'est même pas un dixième. Et c'est aujourd'hui un petit peu la chance que l'on peut avoir, tout du moindre au niveau des qualifications, d'avoir des résultats aussi serrés. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julie? C'était une très très belle qualification, avec une certaine incertitude sur qui allait avoir la pole. Lando était bien parti, mais Max, encore une fois, arrive à extraire tout ce qu'il y a dans cette voiture et faire le petit truc en plus. Et il arrive à aller décrocher cette pole. Et ouais, les 3 premiers tellement près. Piastri se rate, mais il est quand même pas si loin non plus. Le reste du peloton est pas non plus à 10 secondes. Donc, les qualifications depuis le début de la saison, on a quand même assez de chance parce qu'on a pas mal de spectacles quand même. Tu le précisais, Tsunoda qui termine, qui se qualifie 10e, est à 7 dixièmes seulement de Verstappen. Alors c'est beaucoup sur le papier quand on est à 7 dixièmes de son coéquipier, mais ça montre que la Q3 a été extrêmement serrée. Et je crois même qu'en Q1, il faudrait retrouver. Mais voilà, c'est ça. Les 19 pilotes, donc du premier jusqu'au 19e, étaient en 9 dixièmes de seconde. Donc c'est vraiment pas grand-chose quand on compare aux écarts même de la saison dernière sur Non, ce c'est même clair. circuit. Donc, et ça va continuer dans ce sens-là. Donc, on va avoir des qualifications de plus en plus serrées et ça va être très très beau à voir. Et on va en parler après justement, des prochains grands prix qui vont se dérouler dans une région différente de celle qu'on a connue pour ce début de saison. Pierre Gasly, lui, s'est fait éliminer en Q1, il s'était lancé 18e. Et la première surprise de ces qualifications, c'est l'élimination de Lewis Hamilton dès la Q2. Le Britannique, qui avait réalisé un podium quelques heures avant en course sprint, ne se qualifie qu'à la 12e position. Là, par contre, c'est un peu la douche froide pour Lewis, qu'on n'a jamais senti capable, techniquement, dans le pilotage, d'amener sa Ferrari en Q3. Il n'a pas été au niveau et il n'y a pas eu de grosse erreur de pilotage, hein. C'est ça le pire. Non, non, il était
il était malheureusement là où il devait être sur cette séance de qualification. Il a fini 12e. C'est pas là où il pensait être ou là où il voulait être, je pense, mais il y avait rien d'autre à aller chercher sur ces tours où il a fait. Et il a tout donné. Il l'a dit à la radio, il l'a dit en interview après. Il y avait rien d'autre à aller chercher pour lui, quoi. Ocon 10e et Hadjar 11e. Ocon qui passe en Q3, c'est bien pour la Haas, alors que son coéquipier, lui, Bierman, termine dernier. Et alors, on a quand même deux pilotes surprises qui sont là. Ce sont les Williams de Sainz et Albon qui sont 6e et 7e devant les Ferrari, hein, puisque Charles Leclerc ne s'est qualifié que 8e. D'ailleurs, c'est le constat qu'avait fait samedi au micro de Canal+, Charles Leclerc, comme quoi être derrière les Williams, c'est pas normal, c'est pas possible, donc il faut encore bosser. Voilà, il faut continuer à bosser. C'est la phrase préférée des pilotes de Formule 1 en ce moment, surtout ceux de chez Surtout Ferrari. chez Continuer Ferrari, à voilà. bosser. On se demande quand est-ce que le travail va payer. On va en parler juste après dans le détail, mais belle qualif des Williams quand même. Ces voitures évoluent à une vitesse grand V, hein. Très belle qualif des Williams. Est-ce que ça va continuer? Oui, je pense, parce qu'ils ont été quand même très bons en qualification depuis le début de la saison. Albon fait de bonnes qualifications en général depuis ses six premières courses. Sainz, c'est un petit peu en dents de scie, mais c'est quand même loin d'être mauvais pour quelqu'un qui découvre la voiture. Alors, c'est un pilote expérimenté, Sainz, on a eu l'occasion d'en parler. C'est pas non plus un rookie, mais c'est une nouvelle voiture. Il aurait pu y avoir un temps d'adaptation. Il la conduit très bien. Tout fonctionne. Et honnêtement, ça ne fait que rajouter du spectacle. Donc, Williams, très très bonne voiture cette année. On avait ce débat l'autre jour, je sais pas si tu te souviens, justement sur le temps d'adaptation qu'il fallait laisser à Sainz dans la Williams. Je pense que là, c'est bon, il s'est quand même bien adapté à la voiture. C'est Il est bon, pas je pense encore au qu'il niveau est. d'Albon, mais il arrive Ouais. du 3 à marquer les points, ça Mm. commence à venir, quoi. Oui, oui, franchement, non. Sainz, Sainz, il y est. À part quand il fait des bêtises en fin de course. Mais Sainz, Dire quoi? il est dans la voiture. Il est bien. J'ai l'impression qu'il se sent bien dans l'équipe, dans la voiture, et je pense qu'il va aller chercher de plus en plus de points et il va continuer à rester derrière Alex Albon. Alors, on avait un pilote qui était discret depuis le début du week-end, et pourtant, c'était lui qui arrivait hein, pour la première fois de sa carrière avec la position de leader du classement pilote, du classement général. Discret en qualif sprint, hein, toujours présent sans être trop devant. En course sprint, pareil. En qualification, même chose, hein, une 4e position. Et puis, ben, c'est Oscar Piastri qu'on parle. Il est réapparu en course. Et alors là, il nous a montré que malgré son jeune âge, malgré le potentiel fait d'être numéro 2 chez McLaren, eh bien, que l'ordre allait peut-être être inversé, puisque c'est lui qui a de nouveau, pour la 3e fois consécutive et pour la 4e fois cette saison, remporté la course du dimanche. Victoire donc d'Oscar Piastri, même doublé McLaren avec la seconde place de Lando Norris et George Russell, toujours présent sur le podium. On a un peu l'impression eh bien, de voir à peu près le même podium chaque week-end. J'ai Ça, envie on de dire. change juste le nom du Grand Prix et c'est le même podium qui revient toutes les semaines. Voilà, ou alors on change le nom du 3e pilote. Voilà, c'est ça. Mais Mais les il deux devrait être premiers, McLaren. Et derrière, il reste une place, ça sera celui, Verstappen, Leclerc, Russell. Voilà les 5 pilotes qui ont été sur le podium ce week-end. Malgré tout, le constat, il est clair. Piastri, Norris à 4 secondes, Russell à 37 secondes. c'est terrible. Et là, ça Franchement, revient. là. Comme on Alors, l'a jamais vu cette année. franchement, c'est. Et pourtant, Russell a cette troisième place un petit peu par le timing de la VSC, mais malgré tout, le temps, le delta entre lui et Piastri n'aurait pas changé même s'il n'y avait pas eu la VSC. Donc, être à quasiment 40 secondes du premier, c'est abyssal. Surtout quand on sait que les voitures, techniquement, ne peuvent pas être plus près qu'elles le sont puisqu'on est en fin de réglementation. Voir à quel point les McLaren sont devant, c'est voir Verstappen il y a 2-3 ans avec la fusée qu'il avait. Alors maintenant, des McLaren devant comme ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de spectacle derrière. Non. On a quand même eu
une course assez intéressante. On a eu un Max Verstappen qui, je pense, surconduit sa voiture. Ouais, Et ce n'est pas ça se dans le voit. sens négatif, hein. Ce n'est pas dans le sens négatif, mais je pense que si on met un autre pilote sur cette Red Bull, il ne réalise pas ce que Max Verstappen est capable de réaliser. Mais là, et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ce ressenti-là, je regardais Max Verstappen se défendre, notamment face à Piastri puis Norris. Il a essayé, il a tout fait. Il n'a pas les armes. Réussi. Il n'a pas les armes, tout simplement. Et à un moment, il abdique puisque ses pneus sont en surchauffe totale. Même Julien Febvre et Romain Grosjean rigolent de son volant Ouais. qui est tout rouge tellement il a surconduit, surdéfendu et que ses pneus étaient en surchauffe totale. Donc, il y a cette petite déception pour lui parce que tu l'as dit, avec la VSC, George Russell a pu rentrer au stand et profiter de ce gain de temps donc pour ressortir devant. Mais ça peut quand même être inquiétant quand on voit le niveau des McLaren pour le reste de la saison. Ça ne confirme que ce qu'on a vu aux essais de Bahreïn. Peu importe l'intox que l'équipe veut faire, cette McLaren est extraordinaire. Elle est très rapide, que ce soit en course, en qualification. Et il y a 2 très bons pilotes derrière dans ces baquets-là. Et je pense que, sauf accident, et ça arrivera, c'est sûr et certain, je ne vois pas je vois pas un scénario où, avant la fin de la saison, il n'y a pas au moins un accident entre les 2 McLaren parce qu'ils vont finir par se rapprocher et se battre l'un contre l'autre. À part accident, je ne vois quasiment personne d'autre gagner cette saison à part les 2 McLaren. Il y a pas de compétition pour McLaren cette saison. Ils ont les 2 championnats dans la poche s'ils jouent bien leurs cartes. S'ils jouent bien leur carte. Oui, encore une fois, on en revient un peu toujours au même débat Mais qu'on alors, avait s'ils il y a vont jouer quelques leur carte, semaines. Où... moi je te pose la question directement. Qu'est-ce que McLaren devrait faire? Est-ce qu'il faut établir un numéro 1, un numéro 2? Et on l'a vu que lorsque les écuries ne le faisaient pas, et même on peut remonter dans le passé, dans les années 90, dans les années 2000, à l'époque de McLaren en 98-99, on a Hakkinen, on a Coulthard, c'est Hakkinen qui gagne, mais il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Ça, Ron Dennis, en 2007, n'a pas établi de hiérarchie avec Alonso Hamilton. Or, la méthode qui était bonne, c'était celle de Jean Todt, un exactement. numéro 1, un numéro 2. Ça a toujours fonctionné. Ça a toujours fonctionné. Cette Et année, comme l'année dernière, et c'était les reproches qu'on faisait un peu à McLaren de ne pas mettre en avant Norris alors qu'il était aussi proche de Verstappen, est-ce que pour toi, McLaren doit établir un numéro 1 et un numéro 2? oui, Et qui alors? Parce aujourd'hui au championnat, Oscar Piastri. Et même, j'ai envie de te dire, par l'impression donnée depuis le début de saison. C'est clair. Maturité, assurance, Il est, pilotage, Piastri est il, au-dessus, hein. il est clinique, Piastri. Il montre très peu d'émotions, mais il est toujours là. Même s'il parle pas, même si on le voit pas, il est toujours là quand il faut être là. Euh, il est très réaliste sur le matériel dans lequel il est. Il, Et il y il a est pas là, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il marque des points, il marque des très gros points. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devant au championnat. Donc oui, aujourd'hui, c'est lui qui doit être mis en avant par McLaren, qui doit être favorisé par McLaren. Si ça change au cours de la saison et que Norris s'envole de par ses performances, que le numéro 1 change, ça ne me choquerait pas. Mais aujourd'hui, oui, il faut que McLaren fasse un choix. Et ce choix, c'est de favoriser celui qui est devant au championnat. Et c'est Oscar Piastri. Donc dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous et si vous estimez que Piastri devrait être favorisé ou en tout cas mis en numéro 1 ou si McLaren doit prendre la parole et indiquer qu'il y a un véritable numéro 1. Le résultat complet du coup de cette course, Max Verstappen qui termine 4e et alors l'excellente performance d'Alex Albon qui termine 5e. Vous allez voir, ils sont juste dans nos notes après, donc on ne va pas en parler maintenant. Kimi Antonelli qui s'est lancé de la 3e position, termine 6e et limite les dégâts, on va dire. Des dégâts qui ont commencé à apparaître un petit peu, on va en parler justement chez Ferrari, avec un premier petit conflit qui a essayé tant bien que mal d'être éteint par Frédéric Vasseur en fin de course. Leclerc termine 7e et Hamilton 8e, derrière Antonelli et derrière Albon. Sainz 9e qui marque des points pour Williams et Tsunoda qui inscrit un point pour Red Bull. La Fédération française de la loose va pouvoir s'en réjouir. Nos Français terminent aux portes des points à la 11e, à la 12e et à la 13e place. Petite inversion, hein, puisque c'est Nicole Kenberg qui termine 14e
Et les Aston Martin, un très bon week-end pour les Aston Martin, puisqu'elles terminent aux 2 dernières places des voitures qui ont terminé la course. Quand on pense que ces voitures-là étaient sur le podium il y a 2 ans, on doit, on doit se retourner un peu le cerveau chez les Anglais. Je pense qu'Adrien Newey va faire du bien pour 2026. Julie, moi j'aimerais avoir ton avis, pardon, avoir ton avis sur Ferrari, sur ce conflit qu'il y a eu entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, sur cette stratégie de d'abord laisser passer Hamilton parce qu'il est en médium et qui doit peut-être avoir plus de rythme que les hards de Leclerc. Finalement, Leclerc reste au bord, mais Hamilton revient quand même, hein, sur Albon. Hamilton revient quand même, pas assez. On demande à Leclerc de repasser à 7 tours de la fin. Est-ce que c'était trop tard? J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Déjà, je pense pas que ce soit un conflit. Je pense que c'est une très mauvaise gestion de pilote de la part de Ferrari, mais sommes-nous surpris? Malheureusement très peu. La stratégie de chez Ferrari a été un petit peu mal gérée parce que, si je ne m'abuse, les pilotes étaient en stratégie inversée. Donc, Leclerc est parti en médium. Ils ont fait quasiment le même nombre de tours sur 2 trains de pneus différents. Et ils sont rentrés à 1 tour d'écart. Donc déjà, le fait de changer les pneus d'Hamilton si tôt dans le Grand Prix, je ne comprends pas. Je pense qu'il aurait fallu les changer plus tard. Ou alors, on n'a pas entendu, mais il avait vraiment trop de mal sur ses pneus hard. Mais Leclerc a fini le Grand Prix, il s'en est pas plus plaint que ça. Non. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette stratégie déjà de la part de chez Ferrari. Et en plus de ça, la communication était catastrophique parce que ils disent Lewis demande à passer, ils réagissent pas, ils disent rien à Charles. Ensuite, Leclerc redemande à passer parce que oui, effectivement, lui, Leclerc, maintenant gâche ses pneus derrière Hamilton qui n'arrive pas à remonter de toute façon. Ils disent on va changer, mais ils préviennent pas Lewis. Et en fait, c'est la mauvaise communication de l'équipe. Les pilotes ont pas l'air de s'en être plus formalisés que ça. En interview de fin de Grand Prix, ils en ont presque rigolé. Hamilton a fait une petite blague en plus. Il en a bien rigolé après, notamment sur Sky. Et voilà, je pense que c'est juste une très mauvaise gestion de stratégie et des pilotes de chez Ferrari, plus qu'un conflit interne qui va dégénérer dans les prochaines semaines. C'est vrai que les médias en ont peut-être fait un petit peu trop. Je regardais tout à l'heure le journal d'Infosport Plus qui parlait justement de ce conflit. Bon, déjà, faut pas oublier que c'était pour la 7e place. Ouais, c'est Donc, bon, assez triste pour Ferrari. Et j'espère sincèrement qu'ils vont réagir pour le prochain Grand Prix à domicile, à Imola. Va falloir améliorer tout ça et j'espère pour eux que la voiture ira un peu mieux même. bah, il y aura des upgrades normalement. Oui, il y en aura beaucoup justement. Il y aura beaucoup d'upgrades, mais pareil, comme disait Vasseur, il y aura beaucoup d'upgrades, mais pour beaucoup de voitures. Oui, mais après, quels upgrades vont fonctionner, quels upgrades ne vont pas fonctionner, on sait On pas. sait. Voilà. Et donc bon, j'espère en tout cas que ça ira mieux pour Ferrari, mais c'est sûr que je pense que Leclerc aurait dû repasser plus tôt. Oui, Parce c'est clair. que on voyait que le rythme d'Hamilton de gagner 3 dixièmes par tour, ça suffirait pas pour revenir sur Albon. Et malheureusement, il y a une prise de décision qui est trop tardive, mais ça aurait été pour le podium. Je pense Oui, que ça aurait fait encore plus parler. Mais comme là, les journalistes ont besoin de parler de Ferrari, ont besoin de parler d'Hamilton Leclerc, et certains n'attendent que ça explose. Parce qu'ils savent que ça va faire vendre, ça va faire parler. oui. On en parle, mais il n'y a rien de grave, quoi. Non, franchement, il y a rien de grave et ils auraient pu se rentrer dedans, hein, ce n'est pas arrivé, ça reste quand même 2 pilotes qui savent ce qu'ils font. Je pense que, ils ont l'air d'assez bien s'entendre en interne, donc je pense qu'il y a pas de conflit, il y a pas matière à avoir un conflit aujourd'hui. Ce qui se passera dans le futur, personne ne le sait. Mais si la situation reste comme ça, je pense que c'est surtout une très mauvaise gestion et ça n'a rien à voir avec les pilotes. Certains comparaient un petit peu le duo de pilotes Leclerc-Hamilton à celui de Alonso-Hamilton en 2007, en se demandant si ça pouvait avoir la même finalité. Un, en tout cas, pas cette année, moi, de mon avis, hein, pas cette année parce que Ferrari ne joue pas le titre. Et deux, en 2007, on avait un Hamilton, rookie, qu'on annonçait comme la future pépite mondiale. Bon, ces gens-là ont eu Tu raison. raison. Face à un double champion du monde en titre, 24 ans Alonso, un sanguin aussi, qui
voulait absolument défendre ces 2 titres mondiaux. Mmh. C'était sûr que ça allait être tendu. Là, on a un Charles Leclerc qui n'a jamais été champion du monde chez Ferrari et un Hamilton qui est quand même beaucoup plus proche de la fin que du début et qui est 7 champion du monde. Je pense qu'il n'y aura absolument pas la même mentalité. Non. Et c'est absolument pas du style de Fred Vasseur, qui a les idées bien posées, bien claires, à l'inverse d'un Ron Dennis, qui est peut-être l'un des 3 meilleurs directeurs d'écurie au monde, mais qui avait clairement pris parti à l'époque pour Lewis Hamilton. À raison, à tort, chacun a son avis. Le Mais constat, oui, Hamilton s'est bien calmé avec l'âge. et c'est Et titre. et 7 titres aussi, mais Voilà. il était mort de faim quand il est arrivé en F1. Il n'attendait que ça. Et, et oui, non, on n'est pas du tout, pour moi, on n'est pas du tout dans la même situation, que ce soit psychologiquement pour l'un ou pour l'autre, ou que ce soit juste dans l'équipe en général. Donc non, je pense pas qu'on aura un remake de cette saison-là. Bref, on referme la parenthèse et on passe du coup au championnat pilote et constructeur. Alors, on n'a pas le petit design pilote, mais on va quand même vous donner le top 5. Donc, Piastri avec 131 points déjà. 16 points d'avance sur Lando Norris avec 115 points. Max Verstappen est à 99 points. On a donc plus d'une victoire d'avance pour Piastri sur Verstappen. Russell 4e avec 93 points. Leclerc 5, 53 points. Antonelli 48 et Hamilton 41 points. Nos Français, Ocon est 9e avec 14 points. Gasly 12e avec 7 petits points. Et Issa Kadjar 16e avec 5 points. Alonso, Lawson, Douane et Bortoleto n'ont toujours pas inscrit le moindre point cette saison. Or, chez les constructeurs, vous le savez déjà, toutes les équipes ont déjà inscrit des points. McLaren se détache largement, ça confirme nos propos, avec plus de 100 points d'avance maintenant sur Mercedes. Mercedes qui, justement, avec les performances d'Antonelli et de Russell, conforte un peu plus sa deuxième place. Red Bull, ou devrais-je dire plutôt Max Verstappen, est troisième au championnat constructeur et on se dirige plus vers une bataille Red Bull-Ferrari pour le top 3, même si, attention, et je tiens à le préciser, et je pense que tu seras d'accord avec moi, l'année dernière, à ce stade de la compétition, on voyait, il y avait Red Bull Oui. et il y avait les autres. Mmh. Et puis tout a changé. McLaren est devenu champion constructeur. Alors même si le classement constructeur, il n'y avait pas autant de différence parce que Perez n'arrivait pas à faire la différence. En tout cas, Non. on avait Red Bull qui était au-dessus en termes de performance et on avait les autres. Et tout a été bousculé à partir de Miami. Donc peut-être que pour les prochains Grands Prix, tout sera bousculé. Bah, on en parle juste après, vous allez voir. On passe aux notes. Nous allons noter 5 acteurs, écurie, pilote et la course, avec l'écurie McLaren. Julie, doublé sur la course générale, doublé également sur la course sprint. C'est un week-end plein pour McLaren, avec 43 points le dimanche et 15 points le samedi. Une note sur 10 pour McLaren. 9 pour les qualifications. Parce qu'ils prennent pas la pole et ils sont pas 1-2, mais c'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire ce week-end que ça, quoi? Eh bien, moi, je leur en mets 10. Parce qu'au final, c'est le nombre de points, je pense. Et là, McLaren fait un sans faute, tout C'est simplement. terrible, parce que tu disais tout à l'heure les points. Russell et Antonelli ont quasiment autant de points que Piastri tout seul, quoi. Ah oui, 141 points pour Mercedes, 131 points pour Piastri. C'est quand même Ouais. c'est fou et c'est très cool à voir, mais c'est quand même fou l'écart qu'il y a entre les deux, quoi. Alors justement, tu parlais d'Antonelli. Antonelli, très bon en qualif, un peu moins bon en course. Ce week-end, tu lui donnerais quand même quelle note pour le jeune Je rookie? donnerais quand même 8 parce que je pense que les erreurs en course, parce qu'il y en a eu, sont plus dues à son âge et au fait qu'il n'a pas l'expérience, que parce que c'est un mauvais pilote. Il a fait un très très bon week-end. Il s'est vraiment mis en avant. Il a sûrement passé un cap aussi psychologique parce que bah il a vécu ce que c'était d'avoir sa première pole, l'émotion qu'il a dans la voiture.
on le voit exploser quand on lui annonce qu'il a fait la pole. C'est très beau à voir, c'est des beaux moments à vivre. Et il a fait un très 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 beau week-end. Je lui donnerais 7 pour ma part, parce que bon, j'aurais préféré un podium quand même pour lui. Il l'aurait peut-être mérité, je pense que ça serait monté à 8 ou 8,5, mais le fait qu'il n'y ait même pas de top 4, top 5 en course, me Ouais. laisse quand même sur ma faim par rapport au qualif qu'il a fait, et qui montre qu'il a encore quand même un step à franchir, ce qui est normal, euh, mais qu'il faut un peu plus de régularité en course, donc 7, ce qui reste quand même une bonne note. Williams, Julie, Williams, très bon week-end, notamment le dimanche avec 12 points inscrits. Euh, Quelle note tu donnes à Williams pour ce très beau Grand Prix qui les place d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais cinquième hein, au Ouais. championnat constructeur. 10, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux? À part la gestion de course, et encore, Albon était tellement plus rapide que Sainz, je pense que même si leur stratégie de laisser les deux pilotes se suivre avait fonctionné, je pense que Albon de toute façon en aurait eu marre à un moment donné et serait parti. Donc les voitures étaient bonnes, les pilotes ont fait leur travail et c'est un 10 sur 10 pour moi. Et moi je leur donne 9. Parce que le 10, je serais monté à 10 si Sainz avait terminé à côté d'Albon. Mm. 5-6, malheureusement, Sainz termine 9 entre les Ferrari. Que 2 petits points, c'est déjà bien, mais par rapport à Albon, il aurait pu. Il aurait pu si sa qualif du samedi avait été meilleure, en fait. Et c'est Oui, là-dessus, aussi, ouais. puisque pour moi, c'est quand même le point faible de ce week-end-là, où Carlos Sainz, oui, là, on a la qualif du vendredi, pardon. Oui, il termine très loin. La sprint, ouais. Voilà, mais disons que on a des Williams qui s'élancent 6 et 7. Je m'attendais un petit peu mieux, tout du moins de la part de Sainz, Mm. que 5 et 9. Mais ça reste quand même un excellent résultat pour eux. Ce week-end, ils ont marqué de précieux points. Tsunoda, qui a marqué 1 point en course. Qualification compliquée pour le pilote japonais quand on Ouais. voit ce que Verstappen fait avec la voiture. Euh, Ton avis sur Yuki Tsunoda? C'est son C'est... troisième point hein, avec Red Bull. Il avait inscrit Ouais. 1 point à Bahreïn Mm, mm, mm. et 1 point aujourd'hui. Oui, donc c'est pour ça que je suis pas si dure que ça avec Tsunoda parce que il a pas le talent Ouais, de Verstappen. rectification, il a aussi inscrit 2 points en course sprint, je crois. En Chine ou ce week-end, je sais Non, plus. non, ce week-end, 3 points il a inscrit, puisqu'il a terminé sixième de la sprint. Donc ça remonte ma note, je vais mettre 7 du coup. Il a inscrit Mais 4 points ce week-end. ouais, mais en fait, Tsunoda, je trouve qu'il se débrouille quand même très très bien avec cette voiture qui n'est pas facile à conduire. Ce que fait Max Verstappen n'est rien de moins qu'exceptionnel avec le matériel qu'il a. Max Verstappen est un très très bon pilote, mais il extrait tout ce qu'il a de cette voiture, de cette voiture-là, qui n'est pas très bonne. Donc Tsunoda, il est loin de lui, mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et je pense que il marque des points malgré tout. C'est mieux que ce qu'a réussi à faire Lawson en début de saison. C'est mieux que ce qu'a fait Perez l'année dernière pour beaucoup de grands prix. Donc, c'est pour ça que je lui mets un 7. Un 7 pour Tsunoda. Et enfin la course, Julie. Et le week-end en général, hein, bien sûr. Le week-end en général avec la sprint, la pluie, des qualifications serrées, une course avec la domination de McLaren et surprise Williams, déception Ferrari. Quelle note tu donnerais à cette course? Je lui mettrais un 7. Allez. 7. C'est quand même pas mal comme week-end, on va pas se mentir. C'était assez intéressant à regarder. La pluie a donné des rebondissements, même si il y en a eu quand même beaucoup et ça a fait annuler la course de F1 Academy d'ailleurs le dimanche. Mais ça a créé aussi du spectacle entre guillemets artificiellement, mais ça nous a donné des très belles choses. Donc ouais, 7. Moi, je donnerais 6,5. Parce J'ai qu'on est hésité. ouais, voilà, on est à peu près dans le même topo de ce que tu viens de dire. Donc, une moyenne à 6,75 et on demandera à Artus son avis, puisqu'il n'a pas pu être là aujourd'hui. On passe rapidement au débat. Et donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Le retour en Europe peut-il modifier la hiérarchie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec des circuits que les équipes connaissent mieux. Donc, Julie, tu vas avoir 30 secondes. Pour toi, c'est oui ou c'est non?
Pour moi, c'est oui. Les écuries, comme tu as dit, connaissent mieux les circuits. Il faut rappeler, même si ça l'est moins depuis quelques années, la Formule 1 est un sport européen fait pour les Européens, même si ça se diversifie, on est d'accord. L'année dernière, Imola, c'est ce qui a tout changé pour McLaren. Il y a une vraie balance. Est-ce que McLaren va plonger? Je ne pense pas, mais oui, je pense que derrière McLaren, ça va plus se rapprocher, et surtout Ferrari et Mercedes, je pense. Ok, tu respectes les temps. Tu es à 29 secondes. Bravo. Parfait. Alors pour moi, je vais dire oui avec un mais. Et un mais important. Oui, il peut y avoir une petite modification de la hiérarchisation, surtout qu'on est sur un Grand Prix, tu l'as dit, on est sur des Grands Prix européens, donc les écuries connaissent mieux le climat, connaissent mieux les types de circuits et ont l'habitude de rouler sur ces pistes. Mais je ne pense pas qu'une équipe puisse atteindre le niveau de McLaren, en tout cas sur les prochains Grands Prix, Espagne, Monaco, Imola, tant l'avance de McLaren à Miami était importante. Il te reste 2 secondes. Quelque chose à ajouter? Je suis à peu près d'accord avec toi. On est plus ou moins d'accord quand même sur ce sujet-là. La F1 en Europe peut changer beaucoup de choses. En effet. Voilà. Donc dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, si pour vous, peut-être qu'il y aura une modification de la hiérarchie. Peut-être que Ferrari ou Red Bull ou Mercedes sera au-dessus dans 10 jours maintenant, ou sinon McLaren va continuer à dominer un peu, surtout en course, le dimanche. Le prochain Grand Prix, justement, on se penche sur Imola pour terminer cette édition. On retourne sur des horaires plus européennes, avec un vendredi 2 séances d'essais libres, un samedi basique avec des essais libres 3, les qualifications à 16h et une course à 15h. La précédente édition, Julie, c'était Max Verstappen qui avait signé la pole et c'était Max Verstappen qui avait remporté la course devant Lando Norris et Charles Leclerc. Alors, on va passer au prono. Julie, tu commences à connaître l'émission. Pour toi, qui pourrait, qui va signer la pole? Et je veux le podium du Grand Prix d'Imola. Alors, pour Bahreïn, on ne s'était pas si trompé que ça, donc si on C'est peut vrai. continuer dans cette ligne-là, ça m'arrangerait. Je vais dire pole position de... c'est dur. Dur. Maintenant, ça devient dur. Ouais, ouais. J'ai mon podium en tête, mais j'ai pas ma pole position. Mais je dirais pole position quand même d'une McLaren et je pencherai pour Norris. Ouais, Norris. Et ton podium? Ah, ma pole position. ouais. Norris, donc pour toi. Et moi, je vois une pole de George Russell. Ah ouais. Pas Ah ouais. mal. George Russell. Franchement, chapeau si t'as raison, parce que celle-ci, moi, je la vois pas venir. Euh, je vais dire Piastri. Ouais, je suis pas drôle, mais je suis réaliste. T'as raison, tu as raison. Je vais dire Piastri. Les Mercedes sont pas si bonnes que ça dans les courbes rapides, donc je dirais plutôt Verstappen. Et je vais jeter les dés et dire que Charles Leclerc fait un podium à Imola. Vamos! Ah, je m'étais mouillé, hein. Je m'étais mouillé il y a C'était mouillé, il y a bah, 3 c'était quand? semaines. C'était pour, Bahreïn? Mmh. J'avais Tu avais annoncé dit que tu avais Charles dit Leclerc. et Charles avait fait le podium. Non, c'était Heu, l'Arabie Saoudite que Charles avait fait le podium. oui, voilà, c'est ça. Heu, Oui, c'est à Jeddah qu'il fait le podium, oui, c'est Charles. déjà c'est déjà ah, j'avais vu. Eh bien, victoire de Verstappen. OK. Ah ouais, je pense. Heu et ensuite, bah, Piastri et Norris. OK. Moi, je Voilà. vois pas Norris sur le podium. Moi, je vois Norris commettre sa première grosse erreur. Ah! Intéressant. Ce qui pourrait être déterminant, et Oui. parce qu'on enchaîne bien, c'est que Imola, Monaco et Barcelone, on Mmh. repart sur un triplé d'heures. Ouais. C'est-à-dire 3 week-ends, 3 courses à suivre. Alors c'est assez proche, donc là pour le coup le calendrier est assez opportun, mais c'est un deuxième triplé d'heures
C'est assez intense pour les écuries. Et alors, bonne nouvelle, vous êtes fan de F1, vous allez en avoir pour votre grade. Sur ces 3 week-ends-là, on a la F1, on a la F2 et on a de la F3. Donc autant vous dire que les prochains week-ends fin mai, faut pas que vous ayez quelque chose de réservé. Sinon, c'est compliqué pour tout regarder. Voilà pour cette émission. Une petite info à vous donner quand même ce week-end. Rendez-vous au Mans pour ceux qui y seront sur le circuit Bugatti avec le Grand Prix MotoGP, donc MotoGP, Moto2 et Moto3, avec nos deux Français, Fabio Quartararo et Johan Zarco, qui sont plutôt pas mal, qui réalisent de bons résultats avec leur modeste Yamaha et Honda. Hein, ce fut dur de dire ça il y a 10 ans, mais c'est bien la vérité. Les Ducati sont tellement surpuissantes, avec notamment les deux frères Marquez et Francesco Bagnaia. Tu y seras ou pas, Julie, toi? Bien sûr. À Oui, ne pas manquer. eh Franchement, oui, c'est des week-ends qui sont exceptionnels depuis quelques années. Le public est encore plus en feu qu'il n'y était avant le Covid et c'est très sympa. Et en plus, il y a le jeudi maintenant où Canal+ fait une émission le soir où ils ouvrent la ligne droite des stands et c'est très, très cool. on va pas se mentir, on va être un peu chauvin. Le Grand Prix du Mans en MotoGP est réputé comme être le meilleur Grand Prix au monde. C'est même pas chauvin de dire ça. Ça a été élu 2 années d'affilée le meilleur Grand Prix par les gens qui vont au Grand Prix. Donc C'est voilà, on n'est pas chauvin, voilà. on le dit, on le dit. C'est le meilleur Grand Prix de l'année, donc venez au Mans, venez en France. En plus, je crois que Julie, t'habites près du Mans. Ouais. Moi aussi. Donc bon, voilà. Bon, malheureusement, j'y serai pas. Ça me fend le cœur, mais j'y serai pas. Mais bon. Promis, on vous reparlera du Mans dans un petit mois pour les 24 heures du Mans. Mmh. Et là, par contre, on verra si on va faire un truc spécial, un after 24, ou je sais pas, quelque chose de spécial, mais je pense qu'on vous tiendra au courant sur Ouais. Beaucoup Sport. On a moyen de faire quelque chose parce que les 24, c'est quand même la plus belle course automobile du monde. Ça, c'est chauvin de le dire. Ça, c'est chaud de le dire, mais c'est la vérité. En termes de magie, il n'y a pas mieux que les 24 heures. Vraiment, franchement, il C'est n'y a pas clair. mieux que les 24 heures. Belle soirée à tous sur le groupe sport. Où je sais qu'il y a The Team, je crois, qui va venir en live dans quelques minutes pour parler de la Ligue des Champions, puisqu'on a un Inter Barcelone ce soir et un PSG Arsenal demain avec une potentielle qualification en finale de Ligue des Champions pour le PSG. Bonne journée à toi, Julie. À plus tard. À plus tard et Et on se à- retrouve pour Imola du coup. Dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est ça. Allez, salut, à plus tard.